Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Alain Soral qui faisait sa dernière vidéo chez GPTV et qui va parler de beaucoup de sujets et notamment celui du moment, c'est-à-dire la révolte des agriculteurs, et il va nous en tirer un bilan et surtout, eh bien, quel choix et quel avenir pour nos agriculteurs. Mais juste avant d'écouter Alain Soral sur GPTV, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, j'ai besoin de votre soutien. Allez, on écoute Alain Soral. Enfin, le prétexte de l'abattage est une escroquerie. Ce qu'on veut, c'est détruire des exploitations agricoles, pousser les types au suicide, au désespoir ou à la vente. Hein, ça, c'est clair. Et c'est la même arnaque que le Covid pour les humains. Deuxièmement, tout ça est planifié, c'est lié au Mercosur, hein, c'est-à-dire à ces accords mondiaux qui fait qu'aujourd'hui, si on veut de la viande, on l'achète dans des grandes exploitations au Brésil, aux États-Unis, en sachant que c'est de la viande pleine d'hormones, etc., et qu'on est en train, en même temps, de tuer la qualité, ce qui restait de qualité française, car il ne peut pas y avoir de qualité en dehors de petites exploitations. Hein, il est évident que si vous voulez avoir un bon poulet ou de la bonne viande, il faut que ce soit des élevages avec peu de bêtes qui vivent relativement au grand air, etc. Or là, on est dans une démarche totalement inverse, qui peut d'ailleurs faire baisser marginalement les prix à la consommation, mais qui va surtout faire exploser les marges, hein, parce que on sait que c'est comme ça que ça se passera. Et puis on a une FNSEA qui représente en fait cette mutation, et on va dire, c'est la branche capitaliste de l'agriculture, donc on est dans de la social traîtrise évidente. On a des paysans qui sont aussi un peu fragiles d'un point de vue de la culture politique, et qui ont des bouffées de colère qui retombent assez vite, et qui sont coincés par le fait qu'il faut qu'ils retournent à leur ferme pour pas que les pies des vaches explosent, parce qu'ils n'ont pas de personnel pour traire les vaches pendant qu'ils sont pas là, et même s'il y a des treilleuses qu'on appelle électriques, il faut quand même être là, hein, ça se fait pas tout seul. On n'a pas encore robotisé totalement le travail sur les vaches comme on l'a fait dans la fabrique automobile. Il faut que les gens connaissent. Et puis on a, je vous dis, des gens qui, même comme nous, sommes un peu solidaires, mais qui sommes fondamentalement des urbains. Il ne faut pas oublier que dans une société traditionnelle, l'immense majorité du peuple est paysan. Et ça a duré pratiquement jusqu'à la première moitié du XXe siècle. On avait encore une énorme paysannerie française sous De Gaulle. Et ce qui voulait dire paysannerie des gens qui étaient autonomes, qui étaient propriétaires de leurs moyens de production, qui n'avaient pas de compte en banque à la banque, il n'y avait pas encore le crédit agricole, et qui vivaient dans une relative autarcie, avec un lien très profond avec l'Église catholique, hein, le village, le curé, la messe. C'était très ritualisé et qui avait un grand prestige. La paysannerie avait un grand prestige. C'était un monde en soi. Or, tout ça a été progressivement détruit par le remembrement, par le crédit agricole, par l'endettement, par le productivisme. Et aujourd'hui, on voit des agriculteurs à l'agonie qui sont surproducteurs, puisque ces 2% de la population française arrivent à nourrir plus que la population française. Alors que si on prend l'histoire de la production agricole, on est passé, on va dire, sous Henri IV, je dis n'importe quoi, mais ça sera assez juste. Il faut 80% de paysans pour nourrir la France. Et il y a parfois des périodes de disette et de mauvaises récoltes. Et petit à petit, ce taux baisse pour arriver à 40%, on va dire, dans les années 20-30. Et aujourd'hui, on est à moins de 2%. Donc comment voulez-vous que 2% de la population fasse la révolution quand en fait l'immense majorité de la population qui les regarde, et même si elle a une petite larmichette, sont des urbains des villes, sans compter toute la gauche écolo, n'oublions pas que la gauche écologiste est anti-paysanne fondamentalement, hein. Pour eux, les paysans sont un problème, parce que les paysans agressent la nature, parce qu'on est quand même sur une écologie urbaine qui confond la campagne et la nature. La nature, ça s'appelle c'est l'Amazonie, c'est la forêt vierge. En France, il n'y a pas de nature, il n'y a que de la campagne. La dernière fois qu'il y a eu de la nature, c'était en gros sous le néolithique, tu vois. Hein, quand on est passé du chasseur-cueilleur au sédentaire, on est sorti de la nature pour aller vers la campagne. Et toutes ces social traîtres écolos, de ce qu'on appelle écologie de marché, ou les crétins urbains de la jeunesse qui se croient écolos, comme on en a, j'en ai pas loin de chez moi, qui consiste à pas tondre les pelouses dans le centre-ville pour que on sente bien l'odeur des chats morts, tu vois, et des cadavres de rats. Ces gens-là sont hostiles aux paysans et estiment que les paysans sont en gros des nuisibles et sont les idiots utiles, les parfaits idiots utiles, comme toujours, avec cette dimension jeuniste de cette mutation en cours. Et ça me rappelle, tu sais, quand la jeunesse de 68 qui a viré De Gaulle allait à des manifs en criant US Go Home, alors que De Gaulle était le premier et le seul résistant à l'impérialisme américain dans le camp atlantiste à l'époque. Et on est un peu dans la même logique. Hein. Les paysans sont sacrifiés d'un côté par la logique mondiale du capital et son application à ce qu'on appelle l'agroalimentaire, tu vois,
hein, et de l'autre côté, attaqué aussi par les écolos gauchistes manipulés par les mêmes. Hein. Et puis, au milieu, on a quand même le patron de la FNSEA, qui a toutes les raisons de marcher avec le Mercosur, il touche. Et puis, de l'autre côté, un pouvoir politique comme Macron, qui va faire semblant d'être solidaire de la paysannerie, parce que c'est vrai qu'il y a un instinct de solidarité envers le paysan, c'est évident, mais qui est du théâtre. Et tout ça, malheureusement, je le dis, ça va passer. Ça va passer, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on va dire le travailleur français, le producteur, parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle les producteurs, secteur par secteur, le producteur, là, in the baba, par le système mondialiste, parce qu'aujourd'hui, dans cette vision mondiale, le producteur agricole, pour que ce soit rentable pour ceux qui sont à la tête du capital, eh ben, il faut qu'il ne soit pas en France, parce que la France a une trop grande tradition, une trop grande conscience sociale. Il faudra que l'agriculteur salarié précaire soit au Brésil. Ils ont déjà redessiné la carte mondiale, on va dire, de la production agricole. Et la France, je le dis, son avenir, c'est Top Chef et LVMH. Hein. C'est tourisme, sac à main, et par contre, cuisine chic effectivement pour ceux qui ont les moyens. Le reste, c'est sacrifié. Et on voit bien, il y a eu la fermeture de Brandt encore récemment. On est en train de détruire jour après jour. Jovanovic le fait très bien en regardant les tribunaux de commerce et toute l'industrie française est en train de partir au panier et aussi son agriculture. Et la question, c'est qu'est-ce que sera la France de demain quand ça sera plus qu'une France de service avec une industrie résiduelle, avec des tensions sociales et ethniques très très violentes, avec des élites européennes qui sont des traîtres aux nations européennes, tous issus des Young Leaders et qui travaillent aussi d'ailleurs en douce dans l'intérêt des Américains, puisque le Mercosur aussi, c'est encore une victoire de l'Amérique contre l'Europe, hein, parce qu'eux, ils ont des excédents à écouler. Et puis quand on voit comment c'est produit là-bas, si on parle simplement des maïs et des dérivés du maïs, on n'est pas prêt d'améliorer la santé des Européens. Enfin voilà, c'est ça le tableau. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens qui disent, t'as vu quand même les paysans à Bayonne, ce qu'ils ont fait, les tracteurs. Je dis oui, c'est très joli. Mais malheureusement, le pouvoir mondialiste et le pouvoir européen, c'est les mêmes. Et ben, tu sais, ils font un peu comme avec la pédophilie, tu sais. Quand on viole une ou deux petites filles, il y a une marche blanche. Les pédophiles se disent, on va peut-être pas violer des gosses pendant une semaine, ils attendent que ça se passe, tu sais. Et puis, une fois que les gens ont fait la manif marche blanche, ils rentrent chez eux. Et ils se sont dit, ah ben, on a bien exprimé notre colère, mais ça n'a aucune incidence, parce qu'en réalité, ce qui marche, c'est l'organisation des réseaux. Tu sais, c'est les vrais systèmes de puissance qui n'ont pas besoin de démonstration de masse et qui ne sont d'ailleurs pas une masse. C'est simplement une hiérarchie pyramidale. Et je te dis, en ce moment, tu vois Macron qui va faire une petite déclaration pro-paysanne, le mec de la FNSEA qui dit je ne suis pas d'accord sur ce que vous nous proposez, on en reparle dans un mois, et puis malheureusement, quelques paysans qui vont faire semblant d'y croire d'une certaine manière parce qu'ils ne peuvent pas désespérer et qui vont rentrer dans leur ferme. Et puis dans un mois, boum, la douille. Et puis si c'est pas dans un mois, ils peuvent recommencer. Regarde les gilets jaunes. Le temps qu'on a mis non seulement à calmer les gilets jaunes, mais à leur faire comprendre que on était prêt à les tuer eux s'ils voulaient aller un peu plus loin. Et puis aujourd'hui, quand tu demandes à un gilet jaune d'y retourner, il est fatigué de ce qu'il a vécu. Et il a du mal à se dire j'ai beaucoup donné la dernière fois. Donc on épuise en réalité. On épuise la volonté du peuple comme ça. Et comment faire une révolution aujourd'hui? Il faut qu'elle soit européenne, il faut qu'elle soit au niveau, à l'échelle de l'Union européenne. Et ça veut dire articuler des processus révolutionnaires dans des pays, alors c'est pas forcément les 27, mais il faudrait au moins qu'il y en ait une dizaine, qui n'ont pas la même situation sociale, qui n'ont pas la même relation aux politiques, qui n'ont pas la même relation à l'immigration, qui n'ont pas la même relation au pouvoir. Donc c'est un piège énorme, l'Europe des 27 pour le combat, on va dire pour le combat. Hein, c'est expliqué comme ça. Je pense que c'est assez triste, mais c'est assez juste. Vous voyez. Tout à fait. Je pense que le tableau est bien présenté. Ça m'oblige donc à poser une question. C'est-à-dire, face à ce constat, alors il y a plein de points qui me semblent importants à rappeler. Bon, déjà, c'est l'anniversaire d'Emmanuel Macron. On lui souhaite un joyeux anniversaire avec son règne interminable. Et on parlera d'Emmanuel Macron plus tard, parce que nous sommes en direct le 21 décembre. Mais plus sérieusement, donc,
il est vrai que là, on a une population d'agriculteurs qui semble être jugée de manière encore plus sévère que les gilets jaunes. Les gilets jaunes, il y avait un mouvement social et à la fin, c'était des gilets jaunes des ronds-points qui étaient de plus en plus méprisés et vus comme des fameux sans-dents désignés par François Hollande. Donc là, on a la petite larmichette qui est extrêmement théâtrale, certes. On a ce plan européen qui est en marche et qui annonce la mort des agriculteurs, qui se suscite déjà entre 1 à 2 suicides par jour pour les agriculteurs français. On a maintenant le traité du Mercosur, etc. Donc, face à cette mort qui semble être annoncée et qui ne semble pas pouvoir être contrée. Parce qu'on a tous ces événements-là, et même comme tu l'as extrêmement bien rappelé, ça je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire une sorte de mépris de classe et une distance même de représentation du monde avec les citadins de manière générale qui ne se mobiliseront pas. Comment peuvent réagir les agriculteurs? Est-ce qu'on va assister au fameux pourrissement lent, comme on l'a vu pour beaucoup d'industries, et ils vont simplement disparaître, ou alors on peut s'attendre à des épisodes peut-être plus violents. On a vu des remarques de personnes qui pensent que les agriculteurs pourraient sortir les armes, pourraient devenir de plus en plus agressifs, parce qu'ils vont mourir. Donc, que penses-tu de cette finalité? Est-ce que pourrissement lent, ou en tout cas une révolte qui pourrait être matée, certes, mais une révolte des agriculteurs? Alors déjà, il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, tous ces agriculteurs sont très endettés. Toute la stratégie en fait de l'augmentation de la productivité a conduit à un endettement énorme pour la mécanisation, qui fait qu'en fait, à la limite, à un moment donné, si on propose à un paysan au bout du rouleau, quand on lui a abattu son cheptel, BlackRock vient lui proposer de lui racheter sa terre, et ben à la limite, il se dit c'est ma dernière chance de m'en sortir, et à la limite, je fais autre chose, je monte à la ville ou je me mets dans l'artisanat local, tu vois. Et donc, il faut pas oublier l'endettement. La petite paysannerie française est totalement endettée auprès du Crédit Agricole, et ça faisait partie du piège, hein, quelque part. Hein. Alors que je rappelle, jusque dans les années 60, les paysans n'avaient pas de compte en banque. Et tout se faisait en circuit fermé, tu vois, avec Et notamment rappelons encore aussi un point important, c'est que l'uniformisation à l'échelle européenne a créé des réglementations. Le premier type d'endettement qu'il y a pour les agriculteurs, c'est être aux normes en termes de matériel et Oui, d'infrastructure. oui, oui. On sait comment flinguer un agriculteur en l'obligeant à faire des travaux qu'il, de toute façon, ne peut pas faire. On a la même chose avec les petits propriétaires, tu sais, le petit patrimoine immobilier de la classe moyenne, où aujourd'hui on fait passer des tas et tas de lois pour que les gens soient obligés tu vois, de doubler les murs, enfin, tu vois, changer les fenêtres, et qui fait qu'il y a évidemment tout un pourcentage de petits propriétaires qui, ne pouvant pas faire ces travaux, sont obligés de vendre. Et là, je te garantis qu'il y a des groupes qui sont déjà là en embuscade pour racheter. Donc on arrive en fait à une logique qui est très marxiste, qui est la concentration du capital, tu sais, cette fatalité de la concentration du capital. C'est-à-dire que de plus en plus, certains groupes très riches deviennent propriétaires de presque tout, et on va dire la propriété individuelle, qui correspond à ce qu'on appelle la classe moyenne, se réduit comme peau de chagrin, et aujourd'hui, on est bien dans une période de mise à mort, d'une certaine manière, de la classe moyenne. Et même, si tu veux, cette paysannerie dont on parle, c'est la classe moyenne, puisque ce sont des gens qui sont encore propriétaires de leurs moyens de production. La définition de la classe moyenne, c'est pas couche moyenne salariée. Les gens confondent classe moyenne et couche moyenne salariée. La classe moyenne, c'est propriétaire de ses moyens de production. Couche moyenne salariée, ça veut dire petit cadre, tu sais, salaire supérieur, mais sans aucune propriété de ses moyens de production. Et ça, il faut comprendre que c'est ça qui est fondamental. Dans une logique de concentration de capital qui est une sorte de dictature inversée, les gens comprennent la dictature communiste, mais ne comprennent pas que la dictature capitaliste amène à la même concentration finale. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as quelques acteurs qui s'appellent d'ailleurs, on le sait, BlackRock, tu vois, ou Vanguard, qui se retrouvent propriétaires de pratiquement 100% de l'économie, de la terre, etc., d'un pays ou d'une zone géographique, parce qu'ils ont progressivement tout absorbé et tout détruit. Et ce qui veut dire qu'in fine, le communisme et le capitalisme amènent au même constat, je dirais, pour le peuple moyen, à part que ce ne sont pas les mêmes. Hein. Tu vois, d'un côté c'est Staline, de l'autre ça va dire c'est Soros par exemple, ou je ne sais pas qui, ou le patron de BlackRock. Hein. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il est de la communauté. Tu vois, mais ça finit pareil, ça finit à la fin l'esclavage total des petits salariés, la misère pour les surnuméraires, et la destruction nécessaire de la classe moyenne. Et on est dans ce processus accéléré en ce moment. Et alors, prendre les armes, c'est bien joli, mais je veux dire, aujourd'hui, on a un appareil répressif, armé, gendarmes, CRS, police, et que je te garantis que si les types prennent les armes, c'est aussi pareil, c'est un barreau d'honneur. C'est au lieu de se suicider, se faire abattre en combattant, tu vois ce que je veux dire. Mais on sait très bien, on l'a vu avec les Gilets jaunes, que le pouvoir,
qui a un calendrier, et le calendrier, c'est celui que je vous ai exposé. À la limite de tuer des petits paysans, c'est peut-être même encore plus rentable que de leur acheter leurs terres ou d'être obligé de leur verser des pensions. Analyse parfaite d'Alain Soral sur la situation de l'agriculture française. C'est pour ça que j'ai laissé l'extrait beaucoup plus long que d'habitude. Il résume absolument tout. La mort de l'agriculture française et de ses paysans est évidemment programmée. Lui aussi, il fait un lien. L'agriculture, les paysans, c'est quelque chose qui est intimement lié à l'identité française et ils font intégralement partie de l'histoire de France. Et à travers eux, c'est abattre bien sûr cette classe moyenne qui est capable de s'auto-suffire, de produire et donc de mieux résister bien sûr aux coûts du système. Lui, il pense que prendre les armes ne servirait à rien. C'est vrai qu'avec l'épisode des Gilets jaunes, le pouvoir nous a montré qu'il était capable de massacrer son propre peuple. Après, à voir aussi si les forces de l'ordre, pour beaucoup issus, bien sûr, de fermes, de fils ou filles de paysans, seraient-ils capables, bien sûr, de tirer sur les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ça touche quelque chose chez nous. C'est particulier, on a tous un lien, même si, il le dit très bien, nous ne sommes pas des gens issus de la campagne où nous ne vivons pas en ferme, mais on a tous un lien quasiment charnel avec nos paysans, donc à voir s'ils seraient capables de prendre les armes pour tirer sur les agriculteurs. Là où je le rejoins, c'est que les paysans français manquent de maturité politique. On le voit depuis 2 ans, ils recommencent les mêmes choses, les mêmes erreurs, n'obtiennent rien. Effectivement, cela fait penser, comme le dit très bien Soral, à un baroud d'honneur. En fait, c'est le baroud d'honneur de l'agriculture française avant qu'elle finisse de mourir. Car je crois que tout est inévitable. Alors lui pense qu'il faudrait une révolte de plusieurs peuples en Europe. Moi, je ne suis pas convaincu par cela. Et franchement, si on doit attendre que d'autres peuples en Europe se lèvent, on n'est pas sorti de la merde. Moi, je pense plutôt qu'il faut que toutes les colères en France se rejoignent. On a assez de force, on aura assez de nombre pour résister. Le problème, c'est que si chaque corps de métier sort pour ses propres revendications, manifeste, bloque, puis rentre, effectivement, c'est non seulement le baroud d'honneur des agriculteurs qu'on voit en ce moment, mais le baroud d'honneur des Français et donc de la France. C'est pour ça qu'il faut absolument accélérer. Et il y a une chose super intéressante. Le pouvoir mondialiste vise particulièrement la France. Parce que la France, avec son peuple politisé, avec son histoire, pourrait engendrer quelque chose qui la surpasse et encore une fois, comme dans l'histoire, montrer aux différents peuples, que ce soit peut-être en Europe ou ailleurs, qu'une autre voie est possible. C'est pour cela qu'il faut particulièrement taper sur la France. Et vous le voyez, toutes les forces mondialistes regardent la France. Alors on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais vous le savez depuis le départ, je pense que cette énième révolte de nos paysans ne donnera rien, hormis bien sûr un miracle, jusqu'au moment, j'espère, où les Français comprendront qu'il faudra se réunir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.